Bonjour à toutes et à tous et rebonjour à celles et ceux qui nous accompagnent depuis ce matin. Un immense merci en tout cas d'être si nombreux à suivre cette deuxième journée du SEO Square. Je compte sur vous. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux le petit hashtag SEO Square, histoire de faire un petit peu chauffer les stats. Avant de plonger dans le vif du sujet, on va faire un petit check technique. Est-ce que tout le monde me voit et m'entend bien? Mettez vos petits commentaires dans le chat. Salut Maëlle, salut Salim, hello Romain, coucou Cyrielle. Ok, ça a l'air d'être bon, je pense. Top, merci Salim. Ok Vanessa, merci. Pour commencer, on va partager un petit peu d'où est-ce que vous venez, quelle entreprise, quelle ville, quel pays. Ceux qui sont là depuis hier, vous savez que c'est un petit peu le rituel. C'est toujours sympa de savoir un petit peu d'où vous venez. N'hésitez pas à le noter en tout cas dans le chat, ça nous fait toujours plaisir. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez prévu votre thé, votre café, votre Red Bull, tout de quoi nous montrer votre dynamisme dans le chat. Et n'oubliez pas de poser tout au long de la conférence vos questions. Ok, on a du Galileo Global Education, ça marche. La Réunion, waouh, coucou. J'espère qu'il fait beau chez vous parce que nous ici, c'est horrible. Hello David. Bon allez, c'est parti. Maintenant, accrochez-vous, on va aller explorer un sujet essentiel, le copywriting SEO, les clés pour créer du contenu de marquis convertis. Je vais laisser la parole à nos conférencières talentueuses, Sipayong et Juliane, nos expertes du jour. Je vous souhaite bonne conférence à toutes et à toutes et on se rejoint tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors, merci déjà pour d'être là. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez tous bien? Et si vous ne m'entendez pas, dites-le moi maintenant. Donc merci d'être là à l'heure de la digestion. Ce n'est pas évident. Merci beaucoup de vous être connectés à la bonne heure. Ça nous fait vraiment très plaisir. Nous allons être 2 à vous présenter cette conférence qui donc va parler des clés pour du contenu de marquis converti parce que tant qu'à faire autant quand on met autant d'efforts à créer beaucoup de contenu, on voudrait qu'il fonctionne, qu'il atteigne son audience et surtout emmener l'audience, vers, l'action, qu'on lui destine. Donc, je suis ici avec Julia. Julia, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Sipayong, pour cette intro. Donc, moi, je suis Julia Contaradio. Je travaille chez Ramène ta fraise. Donc, je suis responsable marketing de Ramène ta fraise. Nous, on aide des entrepreneuses à trouver des clients grâce notamment à LinkedIn et plus particulièrement grâce au copywriting. Donc, nous, ce qui m'enseigne vraiment, c'est comment écrire pour vendre, comment écrire pour convertir. Et donc, voilà, dans cette conférence, on va vous donner un maximum de clés pour ça. Et en ce qui me concerne, je suis donc Sipayong Bay, la fondatrice d'Assonance, qui est une agence de content marketing SEO orientée vraiment acquisition. On fait bien sûr des contenus pour les sites web, mais aussi de l'email marketing et des réseaux sociaux. Je suis ravie d'être là avec vous. La première partie va être pour Julia. Donc on a 6 sessions, enfin 6 petites sessions en tout. Il y a comprendre sa cible pour mieux vendre, comment rentrer dans la tête des clients, les 3 clés du contenu pour convertir. Ensuite, on va parler de réputation en ligne, une affaire de marque, de brand content, d'un point de vue un peu plus global et ensuite, des questions-réponses. Donc vraiment, mettez vos questions. On pourra peut-être pas répondre à tout le monde, mais on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de répondre à vos questions, vos besoins et dans tous les cas, si vous avez d'autres besoins plus tard, vous pourrez toujours nous contacter. Nous sommes toutes les 2 trouvables sur l'internet. À toi, Julia. C'est parti. Donc, on a bien séparé cette conf en 2 parties. La première, ce sera sur le copywriting et la deuxième partie sur le SEO avec Sipayong, mais il y a des liens entre ce qu'on va dire. Donc, la première chose que j'ai envie de vous partager pour créer du contenu de marque qui convertit, c'est de comprendre sa cible. C'est hyper important. Si je dois dire quelques mots sur... Attendez, je vais vous aider. Hop, on voit bien la slide, ok. Si je dois dire quelques mots sur le copywriting, donc c'est l'art d'écrire pour vendre.
Et ce qui est assez surprenant dans le copywriting, c'est qu'on pourrait penser qu'il s'agit principalement d'écriture, alors qu'en réalité, l'écriture, c'est seulement les 20 derniers pourcents du copywriting, et 80% du copywriting, ça consiste à bien comprendre sa cible, qui on a en face de soi, pour pouvoir derrière parler à cette cible de la façon la plus percutante possible. Donc, pourquoi il faut comprendre sa cible? Ça va nous permettre tout simplement de trouver les bons sujets sur lesquels prendre la parole pour convertir, les bons sujets pour créer du contenu qui nous fait découvrir, c'est-à-dire du contenu qui ne va pas forcément être axé vers la vente, mais simplement axé vers les questions que se posent nos clients en lien avec ce qu'on vend. Des contenus éducatifs qui vont aider notre audience, qui vont lui apporter de la valeur sur les questions qu'elle se pose, qui va renforcer l'amour, entre guillemets, pour notre marque, parce que plus on apportera de la valeur, plus on apportera des conseils concrets, plus les utilisateurs auront confiance en fait dans notre contenu et auront envie de continuer à nous lire. Et enfin, du contenu qui fait acheter, c'est-à-dire que plus on sait précisément quelles sont les douleurs, quelles sont les fausses croyances, quels sont les désirs de nos utilisateurs, plus on sera capable de leur parler droit au cœur dans nos contenus et donc de convertir. Donc maintenant qu'on a vu ça, la question c'est comment faire pour comprendre sa cible afin de mieux convertir. Donc il y a plusieurs étapes que je vais vous partager. Notamment, en fait, il y a plusieurs questions à se poser pour bien comprendre sa cible. La première chose à savoir, c'est quels sont ses désirs. Qu'est-ce que veulent profondément vos clients, qui est parfois un peu inavouable. Ça peut être, par exemple, pour une banque en ligne, en fait, j'aimerais avoir aucune paperasse à faire, ou j'aimerais que ça me prenne 10 minutes par jour. Quelles sont les douleurs de votre cible en lien avec votre service? Donc, qu'est-ce qui leur coûte? Qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils veulent absolument se débarrasser? Pareil, ça va vous servir pour créer votre contenu. Ensuite, quelles sont les fausses croyances? Donc, quelles sont les idées reçues que vous devez démonter dans votre contenu pour éduquer votre audience? Ensuite, quelles sont les questions que votre cible se pose? Ça va vous permettre de trouver des idées de contenu qui répondent parfaitement et qui parlent à votre cible. Et enfin, quels sont les mots précis que vos clients utilisent pour parler de leurs mots MAUX? Donc ça, c'est une phrase que j'utilise souvent en copywriting, c'est utiliser les bons mots MOTS pour parler des mots de ses clients MAUX. Et plus vous êtes capable de reprendre dans votre communication la manière dont vos clients parlent de leurs problèmes, et plus vous allez les toucher au cœur, parce que quand ils vous liront, ils se diront « Ah, mais ça, c'est exactement moi, et si la marque a compris, ça veut dire que ce service est adapté pour moi. » Maintenant, pour obtenir les réponses à ces questions, il y a plusieurs manières. La première manière, est-ce que vous voyez bien ma slide? Yes. Il y a plusieurs manières. La première manière, c'est de faire des interviews persona, c'est-à-dire de prendre des clients en appel et de leur poser des questions précises pour avoir cette information. Maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire dans un quotidien, surtout quand on est rédacteur, parce qu'on n'a pas forcément accès aux clients. Donc, ce que je vous conseille de faire pour obtenir cette information, c'est d'utiliser ChatGPT. Alors, quand on m'a appelé pour cette conférence, on nous a dit que justement, ChatGPT, c'était un problème pour le contenu aujourd'hui, parce qu'il y a de plus en plus de contenus qui sont rédigés par ChatGPT et donc qui perdent en qualité. Et donc, moi, je ne conseille pas d'utiliser ChatGPT pour rédiger. Par contre, je trouve que ChatGPT est très puissant pour se mettre à la place d'un client. Et donc, si on lui donne des infos suffisamment précises sur qui est notre client, il est capable de se mettre à la place de celui-ci et nous donner des infos hyper précieuses pour rédiger du contenu. Donc là, j'ai préparé un prompt que vous pouvez copier-coller et mettre dans ChatGPT en renseignant bien sûr votre activité, la description de votre client. Et ce prompt, il va vous donner pile des infos qui vont vous servir pour créer du contenu. Donc là, par exemple, le prompt, il dit « Je suis… » Donc là, vous pouvez mettre votre activité. Par exemple, je suis rédacteur web pour une banque en ligne. Imagine que tu es mon client. Et donc là, on va insérer le client. Donc, ce n'est pas la banque en ligne, c'est les clients de la banque en ligne. Et donc là, vous insérez la description de ce client idéal, qui est-ce, et vous précisez le secteur. Et ensuite, on va demander à l'IA de nous donner précisément ce qu'on recherche. Donc, peux-tu décrire avec tes propres mots? Avec tes propres mots, c'est important parce que là, il y aura toute la partie verbatim à réutiliser. Les plus grands défis ou frustrations que tu rencontres actuellement dans ton activité. Quelles sont les situations ou problèmes qui te préoccupent le plus? Et quels résultats aimerais-tu atteindre avec une solution adaptée? Et donc là, ce prompt, il va nous donner des infos précieuses. Donc, je vous montre le résultat que ça donne quand on met ce prompt dans ChatGPT avec les bonnes données. Hop. Donc là, en fait,
J'ai bougé un peu trop vite. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à lire, bon, c'est tout petit, mais en fait, il m'a donné des infos précieuses sur des idées de contenu que je peux faire, des idées d'articles que je peux faire. Par exemple, il m'a dit que les questions que les clients se posent, c'est quelles sont les démarches à suivre pour créer son entreprise. C'est quelle solution bancaire adopter quand on démarre son entreprise. C'est comment séparer mes finances personnelles de celles de mon entreprise. Comment gérer mes finances d'entreprise sans être experte en comptabilité. Donc ça, j'aime bien le sans être experte en comptabilité. Ça veut dire quelles sont les fausses croyances, c'est-à-dire si on pense qu'il faut être très bon en maths ou en gestion pour pouvoir gérer son entreprise, bah ça, c'est peut-être une fausse croyance que vous pouvez débloquer chez votre audience de dire il n'y a pas besoin de ça pour y arriver. Ou encore, comment gagner du temps dans la gestion de ses finances d'entreprise. Tout ça, en fait, l'IA, ça vous donne des pistes d'idées de contenu qui vont parler à votre audience. Donc, maintenant qu'on a des idées de contenu, maintenant qu'on est un peu mieux rentré dans la tête de sa cible pour pouvoir lui parler, on va voir concrètement comment faire pour rédiger du contenu qui convertit avec 3 clés notamment. Donc, on va voir dans un premier temps les titres. Ensuite, on va voir les structures à employer à l'intérieur des articles. Et enfin, on va voir les appels à l'action qui sont hyper importants pour vendre. Alors, la première partie, c'est des titres accrocheurs. Parfois, donc en préparant cette conférence, je me suis amusée à aller sur des sites avec des blogs pour voir un petit peu les titres qu'ils proposaient. Et je trouve que parfois, quand on est sur le site, ça ne donne pas du tout envie de cliquer en fait. Même si je suis la cible, parfois ça ne donne pas du tout envie de cliquer parce que la formulation ne donne pas envie. Donc, pour remédier à ça, je vous partage la méthode des 4 U pour rédiger des titres qui cliquent. J'ai appelé ça des titres qui cliquent. Donc, il faut qu'on ait envie d'appuyer sur voir plus ou sur l'exemple. Les 4 U, c'est urgence, unique, ultra spécifique et utile. Urgence, un exemple, ça peut être la stratégie à adopter d'urgence pour développer ses ventes en 2024. Ça va créer un petit FOMO, c'est-à-dire une envie chez votre lecteur de lire absolument votre article. Unique, ça va donner plutôt un aspect de rareté, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un avait développé ou trouvé quelque chose que beaucoup de gens recherchent et donc vous allez donner la chose que les gens recherchent. Là, dans le unique, ce qui marque le mot unique dans cet exemple, la méthode pour doubler votre chiffre d'affaires en 90 jours, en 30 jours, c'est la méthode. Ensuite, ça doit être spécifique. Il faut que dans votre titre d'article, le bénéfice de ce qu'on va apprendre à l'intérieur de l'article soit spécifique et qu'on comprenne. Par exemple, comment obtenir 100 nouveaux clients en 60 jours avec cette stratégie simple. Là, la promesse, elle est claire, elle est chiffrée et donc ça donne envie. Et enfin, ça doit être utile. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de respecter les 4 U dans chaque article, mais au moins un de chaque U dans chaque article. Utile, ça va être, il faut que le contenu serve un objectif pédagogique de votre client. Par exemple, 5 techniques simples pour améliorer instantanément votre visibilité en ligne. Je vous donne quelques exemples que j'ai trouvés de sites qui, je trouve, respectent bien ces règles-là. On a par exemple le guide complet pour rédiger un titre de page de vente accrocheur. Ça, je trouve qu'il est bien parce qu'on voit la valeur en fait. On voit qu'est-ce que ça va nous apporter. Il y a comment bien s'organiser pour la rentrée en seulement 4 étapes sans y passer son été. Ça aussi, j'aime bien parce que ça enlève la douleur qui est d'y passer trop de temps. Ou il y a encore comment bénéficier de chèques vacances en tant qu'auto-entrepreneur. Ça, c'est un article que j'ai trouvé sur Conto, que je trouve bien parce que c'est un article éducatif et qui va parler, qui va apporter de la valeur à des gens qui sont entrepreneurs et qui ne connaissent pas les démarches administratives. Donc voilà pour les titres. Ensuite, une fois qu'on a des titres, il faut qu'on crée un contenu à l'intérieur de cet article qui soit, qui convertisse, qui donne envie. Et donc, pour rédiger à l'intérieur de l'article, je vais vous partager une méthode de copywriting qui s'appelle d'habitude PAS pour problème, agitation, solution. Et j'ai rajouté le A à la fin pour l'appel à l'action parce que je trouve que c'est ça en fait qui est hyper important. Donc, PAS, c'est une structure hyper connue dans le copywriting et c'est d'ailleurs la structure qu'utilisent à peu près tous les téléachats du monde entier pour vendre quelque chose. C'est-à-dire, vous avez tel problème et ça vous cause ça dans votre vie, c'est difficile et on va insister sur la douleur, on va un peu enfoncer le couteau dans la plaie. Et une fois qu'on a bien insisté sur la douleur, on va dire ne vous inquiétez pas, on a la solution.
Et une fois qu'on a dit qu'on a la solution et qu'on a présenté tous les bénéfices de la solution, on va faire un appel à l'action pour dire « achetez ici ». Et bien, c'est un peu ça, PAS. Donc, ce n'est pas une structure à utiliser sur tous vos articles parce que, par exemple, sur un article éducatif, on ne va pas utiliser cette structure-là, mais c'est une structure à réutiliser sur les contenus qui sont vraiment orientés conversion et vente. Ça, c'est comme une page de vente, en fait, cette structure-là. Donc, je vous donne un exemple concret. Admettons que j'ai l'entreprise de Sipai Wang où je vends du contenu SEO. Un article, ça pourrait être de dire « Ok, votre site reçoit du trafic, mais le taux de conversion stagne. » Donc ça, c'est la douleur du client. C'est « Ok, j'ai des visites, mais ça ne convertit pas derrière, je n'ai pas de chiffre d'affaires. » Ensuite, on va présenter la douleur. Vous passez des heures à optimiser vos mots-clés, à rédiger des articles longs, mais au final, ça n'apporte pas de retour sur investissement. Donc là, c'est la douleur du prospect. Ensuite, on va présenter la solution et on va présenter ses bénéfices surtout. Donc, je vous comprends, c'est pour aider les rédacteurs comme vous qu'on a créé cette solution. Non, on présente les bénéfices. Et enfin, cliquez ici pour recevoir un audit gratuit de votre stratégie SEO. Là, on va envoyer un lien précis vers un appel à l'action. On a vu les accroches, on a vu la structure. Maintenant, on va voir comment faire un bon appel à l'action. Et là, je vais passer direct en mode petite étude de cas pour qu'on réfléchisse ensemble à comment faire des bons appels à l'action. Et là, je vais faire appel à Sipai Wang. Sipai Wang, avec ton œil d'experte en SEO, on va lire peut-être déjà cet appel à l'action pour que tout le monde l'ait bien vu. Et ensuite, on va voir comment on pourrait faire pour l'améliorer et pour que ça convertisse mieux. Donc là, ce qu'il y a écrit, c'est « Vous voulez en savoir plus sur les avantages du compte pro au Conto. Vous avez déjà réfléchi à la création de votre micro-entreprise et souhaitez désormais accélérer votre création de micro-entreprise en ligne. Nous vous proposons de nous déléguer votre création d'auto-entrepreneur en ligne, idéale pour recevoir rapidement votre numéro sirène sans vous préoccuper des démarches. » Donc là, c'est un appel à l'action qui a été rédigé par une rédactrice. Et l'idée, c'est de voir comment on pourrait l'améliorer pour qu'il convertisse mieux. Donc, Sipai Wang, quelles sont, toi, tes observations sur cet appel à l'action? Comment on pourrait l'améliorer? En fait, déjà, à chaud, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs appels à l'action en même temps. Et je comprends aussi un peu l'intention SEO quelque part, parce qu'on voit qu'il y a un lien, enfin je suppose que la partie soulignée c'est un lien, mais les avantages du compte pro conto et accélérer la création de micro-entreprises en ligne, ce sont sûrement des liens de maillage interne, donc je comprends cette intention. Ça doit être des termes, des landing pages qui sont cibles pour eux, qui sont importants pour eux d'un point de vue business. Mais en même temps, je trouve que ça nous embrouille parce que d'un point de vue appel à l'action, je ne sais pas trop ce qu'on essaye de me donner. Est-ce que je dois aller chercher les avantages du pro conto, donc pour en savoir, ils veulent me faire gagner du temps, donc pour me faire gagner du temps, il faut que je passe encore plus de temps. Donc ça m'intrigue un peu. Et accélérer micro-entreprise, je sais pas. Est-ce que c'est du service juridique ou est-ce que c'est des moyens de paiement? C'est un peu flou pour moi. Ouais. Bah, je suis d'accord. Je trouve que cet appel à l'action, il est un peu flou. Et donc, on va voir comment on pourrait l'améliorer. Donc déjà, moi, ce que j'observe, la première chose, c'est que la première phrase de l'appel à l'action, c'est « Vous voulez en savoir plus sur les avantages du compte pro conto ». Et en réalité, un lecteur ne se dit pas dans sa vie « Oh, il faut que j'en sache plus sur l'avantage du compte pro conto ». Un lecteur, c'est pas comme ça qu'il va verbaliser son problème. Un lecteur, il va dire « Oh là là, je dois créer un compte bancaire pour mon entreprise, mais je ne sais pas comment faire. » Ou il va se dire « Oh là là, mais je suis nul en administration, je ne sais pas comment faire pour gérer les démarches administratives de mon entreprise. » Et donc, c'est ça qu'il faut verbaliser dans le contenu. Et c'est pour ça qu'on parlait au début de la conférence de bien comprendre les douleurs de ses clients, parce que c'est ça qui va nous permettre de les utiliser. Et donc, dans la structure que je vous ai présentée, problème, agitation, solution, on ne commence pas par la solution. On ne commence pas par dire, vous voulez les avantages du compte pro conto. On commence par le problème. On commence par dire, vous avez tel problème, ça vous coûte ça, faites ça. Enfin, vous avez tel problème, ça vous coûte ça, on a créé ça, faites ça comme action. Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est par exemple, vous avez des difficultés pour gérer votre démarche entreprise, vous souhaiteriez être aidé sur nanana, Conto a créé la solution pour, faites ça. Et donc là, c'est une formule beaucoup plus claire et qui amène directement à une action. Donc si je synthétise, les retours, c'est partir des douleurs de ses clients, parler du désir, de ce qu'eux, ils veulent,
Là, par exemple, le bénéfice de compte pro conto, c'était idéal pour recevoir rapidement votre numéro sirène sans vous préoccuper des démarches. Bon, bah, là, si on fait une petite étude de notre persona, son rêve, c'est pas d'avoir un numéro sirène. Son rêve, c'est de vivre de sa passion, c'est de pouvoir se focaliser sur son entreprise sans se soucier de l'administratif. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant comme bénéfice. Et moi, ce que je ferais aussi, c'est que je terminerai par un appel à l'action. Là, l'appel à l'action, il est un peu entre les lignes. Donc, je ferai un appel à l'action clair à la fin de l'article. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie. J'ai essayé de respecter mon timing. Si vous avez des questions, notez-les dans le chat. On répondra à tout à la fin de la présentation. Et je laisse la place à Sipai Wang qui va parler de SEO. Eh bien, déjà, merci pour cette présentation. C'était un peu bien. Ça va être un peu compliqué pour moi. J'ai l'impression de passer derrière Beyoncé. Tu m'as mis beaucoup de pression, Julia. Beyoncé du copywriting, je vais t'appeler comme ça maintenant. Désolée, j'espère que ça restera dans les annales après ma déclaration. Désolée, je suis vraiment désolée. Alors, pour ma partie, on va parler de copywriting et de SEO un peu en même temps, en fait, de l'impact, de l'influence qu'on peut avoir finalement par rapport à tout ce qu'on fait. Moi, j'aimerais vous faire un rappel déjà, c'est que vous ne maîtrisez pas forcément ce que Internet raconte sur vous et encore moins ce que les gens vont raconter à propos de vous après avoir été exposés à un contenu sur le web. Donc, par exemple, ici, c'est un exemple que j'aime bien, c'est en 2003, il y avait Barbra Streisand qui ne voulait pas qu'on diffuse des photos de sa résidence privée. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que la seule annonce de dire ne diffusez pas des actions, des photos au sujet de ma résidence privée, en fait, c'était l'enfer parce que tout le monde a publié ça. Donc, c'était il y a 11 ans. Je suis désolée pour les personnes qui ont commencé après, mais respectez vos aînés, s'il vous plaît. Ensuite, quand on parle de contenu, on désigne souvent la partie texte, image animée. Tout ça va sur de multiples supports. Vous pouvez par exemple publier sur TikTok, sur un site web, sur un blog. Et quand une bourde est faite, là c'est un petit rappel, un petit prérequis, quand une bourde est faite au niveau réputation, ne faites pas forcément comme Barbra Streisand. N'allez pas publier le fait que vous ne voulez pas qu'on parle d'un certain sujet, mais vous pouvez peut-être utiliser une des choses que RGPD a créé pour nous faciliter la vie, c'est le droit au déréférencement, qui consiste en fait à demander à ce que des contenus soient désindexés d'un moteur de recherche, par exemple Google, au hasard. Mais il faut se rappeler, attention, qu'on ne va pas pouvoir désindexer tout sur vous, même si ça ne vous arrange pas. Même s'il y a du contenu qui est publié en ligne, qui apparaît sur la SERP, avec la SERP, donc la page de résultats des moteurs de recherche, même s'il y a des contenus qui apparaissent, vous ne pouvez pas tout faire supprimer. Par exemple, il est hors de question, je pense qu'à mon avis, si Xavier Dupont de Ligonnès fait une demande de déréférencement sur les contenus qui le concernent, certainement que ça sera refusé. Ensuite, pour aller parler un peu plus concrètement, comment faire? Donc, moi, je vous dirais déjà, ne sous-estimez pas l'impact, l'influence que peut avoir des petites choses que vous mettez en place sur votre site. Côté copywriting, ne sous-estimez pas l'influence sur votre réputation, sur le niveau, sur le taux de clic, et de conversion ensuite d'un title ou d'une métadescription. Ce que vous publiez sur vous, l'avantage d'un site web comme un site web, un blog, voilà, un journal que vous publiez en ligne sur vos propres supports, l'avantage, en fait, c'est que ce sont des termes, des mots que vous maîtrisez, en fait. Oui, on n'a que 70 caractères à peu près pour le titre, mais c'est au moins une partie que vous maîtrisez. La pirouette, finalement, le petit défi, c'est de réussir à intégrer des parties, disons, très SEO, au sens où mettre, bien sûr, les mots-clés qui vous arrangent, etc., mais rendre les choses surtout appétantes. Ici, moi, ce que j'aime bien dans l'exemple Alain Flelou, c'est que vous voyez sur le title principal, on voit très bien qu'il y a les premiers termes, disons, forts pour le business qui sont mis en avant, qui sont lunettes de soleil et lentilles de vision évidemment. Et vous voyez, si vous regardez dans les sitelinks, donc les petits liens qui sont en dessous, vous pouvez voir un audioprothésiste. Et bien tiens, en fait, c'est hyper intéressant. Ils ont quand même fait l'effort de optimiser des pages qui sont finalement sur des niveaux en dessous, même si audioprothèse est une activité qui est peut-être ou annexe ou minoritaire par rapport à leur chiffre d'affaires, mais c'est quelque chose qu'on ne loupe pas. Disons que là, grâce
à finalement la manière dont les titles sont rédigés, on a une vision d'ensemble de cette marque et je peux dire: «OK, en fait, je peux, aller, vers Alain Flelou pour ce genre de demande». Et d'ailleurs, je trouve que là, la SERP pour Alain Flelou, je la trouve plutôt sympa, plutôt chouette. Elle est plutôt valorisante pour ce garçon, pour ce monsieur. Hem Au point où elle ferait presque oublier un scandale qui eut lieu, il y a quelques années de cela, je crois que c'était en 2013. Ah oui, en fait, le fait Barbara Streisand, c'était il y a 20 ans, excusez-moi. 2013, c'était il y a 10 ans, je viens de réaliser, et donc en 2013, on a oublié, il y avait plein de gens qui diffusaient beaucoup d'informations au sujet d'un scandale, on va dire, légal, hein, qui on avait trouvé beaucoup de drogue, de cocaïne dans un avion, appartenant à Alain Flelou. Donc ça, ce qui est intéressant ici en termes de branding, de création de contenu, de stratégie de création de contenu, c'est que finalement, même si, ces articles, ces contenus qui parlent de ce scandale au sujet de cocaïne, avion, Alain Flelou, même s'ils sont disponibles sur le web, trouvables, indexés, référencés, qu'on ne peut pas appliquer de demande de déréférencement dessus, via, les choses les modalités RGPD, les procédures RGPD. En fait, ce ne sont pas quelque chose qui apparaissent très haut dans la SERP. Et là, finalement, c'est là qu'il y a c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas envoyer, disons on va pas écrire des choses fausses sur soi-même, mais en tout cas, continuer à publier, continuer à mettre en place des choses sur vous et je dirais pas noyer le poisson, mais maîtriser votre communication de façon cohérente. Et le copywriting va aussi servir à ça. Malheureusement, parfois, on maîtrise rien. C'est-à-dire que là, typiquement, qui est Johnny Hallyday? Là, je ne sais pas. En 2019, je ne savais pas, c'était même pas la bonne photo. En 2022, bon, il y avait un peu plus d'exemples, mais là, vous voyez, j'ai typiquement pour une personnalité, vous avez, parce que finalement aussi dans l'aspect conversion, on parle souvent de dire: «OK, cette page-là, je veux qu'elle convertisse». On la travaille d'une certaine manière, de son title, sa métadescription pour acquérir l'audience. Après l'expérience à l'intérieur, on essaie de l'améliorer, on essaie d'améliorer l'expérience, de mettre les bons CTA et cetera, comme, ce qu'a expliqué Julia. Mais l'ennui, c'est que parfois, hem, parfois, en fait, le 1er clic, il est déjà très difficile à atteindre parce qu'en fait, dès les premiers instants, vous savez, on dit, on n'a pas 2 fois, une première impression. Il y a un peu cet effet-là aussi, c'est que sur la SERP, c'est important de prendre soin de ce qu'on met aussi. Là, typiquement, vous voyez en dessous, vous avez les autres questions posées, donc les people also ask. Hem, Vous pouvez aussi vous-même publier vos propres questions comme ça sur vous-même pour essayer de, maîtriser, ces questions, ces questionnements autour de vous et faire en sorte qu'on clique aux endroits qui vous arrangent. Là, très récemment, j'ai vu quelque chose d'intéressant, c'était une page Instagram, aussi, pour, des requêtes marques et en fait, j'avais plus envie de cliquer sur la page Instagram, donc la communication qui était maîtrisée, heu, par cette personne, par cette marque, plutôt que des contenus d'actualité autour, parce qu'il y avait des caractères spéciaux pour avoir une typographie assez particulière. Donc ça, c'est peut-être des astuces que vous pouvez utiliser en copywriting, pour en niveau title, métadescription, c'est tout ce qui est caractères spéciaux, emojis et cetera. Vous pouvez faire des tests. Donc là, vous voyez, Johnny Hallyday s'est carrément transformé en David Hallyday, je n'ai pas du tout compris. Et malheureusement aussi, c'est aussi très important de continuer à publier, d'avoir une stratégie globale de création de contenu et de continuer à publier, de faire en sorte que finalement ce que vous publiez sur vous-même, puisse se référencer avec, des contenus attrayants. Donc non seulement ça se référence, mais en plus, on va les voir. C'est que vous pouvez, c'est que malheureusement, il y a aussi des cas où quelque chose qui est publié sur vous dépasse l'internet. Donc là, typiquement, c'était le Star Wars Kid dans les débuts des années 2000 qui a carrément été parodié dans South Park. Donc les choses peuvent vraiment dépasser l'internet et c'est à vous de faire l'effort finalement proactivement. C'est aussi ça l'inbound marketing, proactivement d'aller servir sur un plateau les choses que vous voulez, qu'on se rappelle par rapport à vous. On va parler de brand content plus
particulièrement. Donc le brand content, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce j'ai envie de le résumer à, disons, tous les contenus que vous allez publier qui vont emmener vers une conversion, même si c'est pas direct, hein. Un premier article, il va pas forcément vous amener directement, je sais pas, 10 de votre chiffre d'affaires. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme un écosystème et que même si vous publiez sur, votre propre, sur plein de réseaux sociaux, par exemple Medium, qui peut apporter beaucoup du trafic intéressant et une notoriété intéressante, mon conseil à moi vraiment, c'est de ne pas oublier de publier sur ses propres supports aussi. Parce que imaginez, par hasard, il y a, quelqu'un, qui, produit des fusées et des voitures autonomes qui décident de racheter un réseau social. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent se passer et surtout, même si vous, donc diversifiez vos canaux de communication évidemment, mais même si vous avez des titles et des je vais me concentrer là-dessus. Même si vous avez des titles ou des métadescriptions qui peuvent être générés grâce à l'IA ou grâce à une très belle formule de concaténation dans Excel, en fait, mon conseil à moi, c'est de ne jamais, laisser les choses au hasard. Vous pouvez générer des choses, vous pouvez vous faciliter les choses, mais soyez toujours le maître, de ce qui va être rendu public en termes d'information, surtout sur des choses aussi importantes qu'un title. Parce qu'en fait, par exemple, un title, c'est que 70 caractères. C'est à la fois génial pour être direct, mais c'est aussi très cruel parce que vous ne pouvez pas vous rater. Et finalement, c'est aussi tout ça pour vous dire que c'est une très bonne occasion pour tout le monde, pour, tous les éditoriaux, content marketeurs, copywriters, rédacteurs web, chargés de communication et cetera. Apprenez à lancer un crawl. Un crawl, c'est un logiciel qui vous permet d'explorer un site internet, de récupérer des informations. Vraiment, faites-le parce que ça vous permet en un clin d'œil, peut-être pas en un clin d'œil parce que c'est peut-être beaucoup de pages, mais, de récupérer toutes ces informations-là et de les analyser et ayez le choix surtout de ce que vous mettez à disposition. Parce que vous savez jamais exactement ce qui va être mis en place, qui va être, mis en avant et ce que les gens vont rechercher à un certain moment, comment ils vont naviguer sur votre site, comment ils vont partager des informations sur vous. Parce que aussi ces titles et ces métadescriptions, ce sont aussi ceux qui apparaissent sur les réseaux sociaux. Donc, parfois vous pouvez avoir une page qui est partagée et qui est extrêmement moche en fait, bah, ça c'est pas beau, c'est pas beau et vous renvoyez une mauvaise image parce qu'il y a pas la bonne image d'aperçu, il y a pas le bon titre, il y a pas la bonne description et rappelez-vous aussi que vous pouvez personnaliser pour les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir un titre que vous envoyez à Google, par exemple. Vous pouvez avoir un titre que vous affichez, vous pouvez avoir sur votre site. Vous pouvez avoir un titre que vous envoyez grâce aux balises, aux attributs Open Graph. Vous pouvez envoyer pour les réseaux sociaux un certain autre titre pour un autre type d'audience. Donc, n'oubliez pas, en fait, que ce sont aussi de nombreuses opportunités que vous pouvez saisir et surtout ne loupez pas d'occasion. Ça serait très dommage. Maintenez tout ça post-campagne, même si vous avez une campagne spécifique, par exemple pour le lancement d'une collection, le lancement d'un nouveau service. Pensez aussi à la suite que même si vous arrêtez en fait, vos contenus et ben, il faut s'en occuper. Même si, une campagne s'arrête, il faut s'en occuper. Ici, par exemple, c'est une campagne sur laquelle on a travaillé, on a créé beaucoup de contenu. On avait fait un très gros travail de copywriting justement pour amener les gens de la SERP vers un article, vers ensuite des pages de vente et cetera et il y avait aussi une belle communauté. Donc ça a été vraiment un travail qui a été réalisé main dans la main avec, toute la section marketing, communication et produits et finalement, un jour, ils ont voulu arrêter de vendre cette, catégorie de produits. Tout a été, mis hors ligne et là, juste en comptant, en fait, la seule création de contenu, la perte, elle est quand même énorme. Donc, vraiment, même si vous avez des parties en fait, tout ce travail de copywriting et de SEO, on dit que le SEO prend du temps à avoir des résultats, à faire monter l'audience, à faire monter, les ventes. Oui, ça prend du temps, mais justement, ne gâchez pas ces efforts. Même si vos stratégies sont réorientées, servez-vous de l'acquis pour, créer autre chose. Donc ma conclusion, je sais pas si j'espère qu'on a la même conclusion, Julia, quand même, hein? À peu près.
Non, tu es contente? Ça va? Je suis désolée, je suis encore désolée pour ma blague du début, mais en fait, je pense que là où c'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette conférence à 2, c'est de dire que finalement, on a des savoir-faire qui sont appliqués à des supports peut-être différents ou des enjeux différents, mais en fait, on veut entrer dans la tête de nos clients, on veut les attirer, mais en fait, on veut surtout les emmener vers une action, et les faire rentrer dans une communauté grâce à tout ce travail. Julia, tu as un mot de la fin, toi également? Oui, c'est exactement ça. Le but, c'est de créer du contenu, enfin, dans un cercle, en fait, d'abord de les attirer, ensuite de les éduquer, de les fidéliser, puis enfin de convertir. Et ensuite, de ne pas les lâcher, comme tu dis, d'avoir un Ouais. vrai suivi dans ce parcours de l'utilisateur Mmh. pour amener progressivement de la confiance et de la confiance naît la conversion. Ouais, et justement prendre soin de toutes ces pages, même celles qui ne sont pas les plus importantes pour vous, celles que vous voulez envoyer, vers lesquelles vous voulez envoyer le plus d'audience, ça fait partie aussi de cette stratégie de fidélisation, c'est d'exposer le plus possible toute cette audience à un message qui vous convient pour convertir et pour les garder près de vous. Alors, du coup, merci tout le monde. Je ne sais pas combien on est là. J'ai l'impression qu'on est plus de 600 personnes quand même. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être ici. On va maintenant passer à la session des questions. Ouais, on a Heu, dans les Q&A, on va peut-être les prendre dans l'ordre. Donc, la première question, c'est une question de Vanna. Peut-on utiliser cette méthode pour les titres de nos pages sur notre site? Donc, je pars du principe que tu parles de la méthode des 4 U. Oui, absolument. Tu peux très, très bien utiliser cette méthode pour les titres de tes pages et c'est même plus que recommandé pour donner envie, notamment le côté ultra spécifique. Ça marche très bien sur les titres de pages. Voilà. Ensuite, peut-être Sipaï, tu veux prendre la prochaine question de ouais, Christine les pistes qui ne sont pas nécessairement les mêmes, je pense qu'on parlait des pistes de recherche de sujets avec ChatGPT notamment, sur les questions que poserait un client. Par rapport à les questions qui remontent dans la SERP, si on parle ici des PAA, les People Also Ask, je pense que c'est bien justement d'utiliser ce genre d'outils tels que ChatGPT ou d'autres choses, juste peut-être prendre son téléphone et demander son avis à la personne qui gère le service après-vente, parce que les outils qu'on utilise aujourd'hui qui font remonter des suggestions de PAA, en fait, elles se basent sur des données existantes. Et n'oublions pas que si on veut convertir, ça veut dire c'est aussi qu'on veut paraître le plus pertinent possible pour notre cible de clients. Donc, allez chercher justement des questions qui sont originales et nourrissez le web, nourrissez la SERP avec des questions qui sont originales et qui sont les vôtres et qui sont des questions auxquelles vous pouvez répondre parce que vous êtes une marque, une entreprise qui est super pertinente, vers laquelle les clients devraient aller. Voilà. Ensuite, prochaine question. Une question de Marion. Alors, c'est également une technique qui peut agacer plus d'un utilisateur, non, en jouant sur le côté magique de la solution vendue qui finalement devient trop utilisée et je pense suscite un peu plus la méfiance de l'utilisateur. Alors, très bonne remarque, Marion. La méthode donc, à laquelle Marion fait référence, qui peut paraître trop vendeur, c'est la méthode PAS que je vous ai présentée tout à l'heure, problème, agitation, solution. Donc, il y a plusieurs choses à comprendre. Déjà, cette méthode, tu ne vas pas l'utiliser pour tous tes contenus, tu vas l'utiliser pour les contenus qui ont vraiment un objectif de conversion. Et en plus, deuxième chose, c'est que tu ne vas pas l'utiliser forcément dans tout l'article. En fait, tu peux très bien faire un article éducatif et finir par un appel à l'action en utilisant la méthode PAS sur les 4-5 dernières lignes de l'article. Là, par exemple, l'appel à l'action que j'ai mis tout à l'heure sur lequel Sipayong a fait ses feedbacks, c'était un appel à l'action qui venait dans un article qui parlait des chèques vacances quand on est auto-entrepreneur. Et en fait, on peut très bien utiliser la technique PAS sur 4-5 lignes à la fin de l'article. Par exemple, si le thème de l'article, c'est un sujet hyper proche, enfin, c'est un sujet hyper proche de ce qu'on vend. Par exemple, quel compte bancaire choisir
en auto-entreprise, voilà. Donc ça, ce sera vraiment, par exemple, pour Conto, un sujet proche de la vente. Là, on va l'utiliser. Mais en effet, le but, c'est pas de faire des articles qui sont des pages de vente entières parce que, en effet, ça donne pas envie de lire un contenu de vente entier. Par contre, l'utiliser stratégiquement et comprendre comment, à la fin, en 4-5 lignes, on peut être percutant et on peut donner envie, ça, oui. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Mais je suis d'accord avec toi, ne faire que ça dans un article n'est pas recommandé. Alors, question de Camille. Peut-être question plus pour Sipai Wong. Est-ce que, comme on le voyait ce matin, j'étais pas là ce matin, mais c'est pas grave, Google va chercher à ce qu'on aille droit au but. Alors je pense que c'est certainement un sujet sur ce qu'on appelle l'intention de recherche. Dire que, par exemple, une page qui est censée être informationnelle, elle doit donner une info. Une page transactionnelle, et faut trouver très vite, comment mettre au panier. Donc je suis assez d'accord sur le fait que c'est bien, d'aller directement droit au but. Après, il faut prendre du recul par rapport à ça. Par exemple, quand vous êtes sur un article, un guide d'achat ou ce genre de contenu qui est plus éditorialisé, surtout si vous êtes sur votre propre support, vous vous cachez à personne finalement qu'on est sur un site commercial. Ce qui fait que, si on reprend l'aspect, bancaire, ouverture d'un compte en banque, vous pouvez avoir un article qui est, par exemple, est-ce obligatoire d'avoir un compte en banque professionnel, avec, des moyens de paiement, par carte bancaire, par exemple? On va répondre à cette question, mais on ne va pas forcément directement dire, ouvre un compte maintenant, dans l'article, parce qu'effectivement, ça peut faire pied dans la porte, ça peut créer une méfiance parce que c'est peut-être, entre guillemets, «trop commercial». En revanche, tout le paratexte, tout ce qu'il y a autour étant brandé, au nom d'une banque, au nom d'un service bancaire, finalement le but n'étant pas caché, il y a pas de problème avec ça, quoi. Je pense que ce qui irrite, en revanche, c'est quand vous faites croire que vous délivrez un contenu, purement informationnel, alors qu'en réalité derrière, il est très commercial, mais de façon, pas habile. Là, c'est finalement aussi tout le talent au niveau copywriting, de faire en sorte que les choses, elles soient les plus douces possibles. Et pour Google, c'est pareil, hein, de toute façon, il va beaucoup se baser sur l'expérience, donc ne vous inquiétez pas. Si vous trouvez vos contenus nuls, c'est qu'il est certainement nul pour Google aussi. Prochaine question de Eva. Est-ce que vous pouvez préciser ce qu'est un crawl? Faut-il faire un crawl de notre site ou autre? Donc là, c'est encore une question pour toi. Alors un crawl, c'est l'action de naviguer sur un site internet en simulant, la manière dont se comporterait, le robot d'un moteur de recherche. Donc d'aller, par exemple, menu, page 1, page 2, page 3, et cetera. Vous pouvez configurer le crawl pour le faire d'une certaine manière. Vous pouvez lui dire, respecte le robot texte ou pas. Donc ça, c'est peut-être un peu technique. Mais voilà, donc il va naviguer et ensuite, vous pouvez lui demander d'extraire des informations. Donc par exemple, je prends, navigue, sur toutes les pages de ce site-là et s'il te plaît, extrait, tous les titles. Donc ça, c'est super pratique. Faites-le sur votre propre site. Vous pouvez le faire sur des sites d'autres personnes. Ce n'est pas interdit parce que c'est comme naviguer sur un site internet. La seule chose, c'est que, vous pouvez avoir des sites, externes, notamment de concurrents qui bloquent les crawlers. Ça peut arriver ou tout simplement, vous-même, votre propre boîte peut bloquer les crawlers parce que comme c'est un robot, ça peut avoir un comportement, qui est, suspect, malveillant. Donc, voilà, c'est un outil automatique pour aller chercher des infos sur un site. Vous pouvez crawler tout et n'importe quoi comme site, hein, il y a pas d'inquiétude. Après, peut-être que vous serez bloqué ou pas et faites attention à ça. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il faut faire attention. Prochaine question de Hanan. Je pense que c'est encore pour toi, c'est pas long avec tes clients en SEO. Je pense que tu auras des datas précises pour répondre. Mais quels sont les taux moyens de conversion? Bien sûr, cela dépendra de l'activité et du type d'article, mais des moyennes, s'il vous plaît. En termes de taux de conversion, j'ai pas vraiment de données comme ça, en tête parce que c'est quand même hyper, spécifique en fonction de chaque marché. Surtout que nous, par exemple, dans notre agence, on travaille beaucoup pour du B2B. Donc, ce qui fait qu'on a des taux de conversion qui peuvent être très différents, qui peuvent, paraître assez faibles par rapport à des thématiques de type conso. Mais on a aussi des temps de vente qui sont aussi beaucoup plus longs avec souvent des plus gros paniers. Donc ce qui fait que c'est vraiment, très difficilement comparable. En revanche, là où je peux peut-être, vous inviter à être vigilant, c'est aussi pour mesurer en fait vos taux de conversion,
essayer aussi de prendre une décision sur ce qu'on appelle l'attribution de la conversion, c'est-à-dire comment vous allez décider, la méthodologie que vous allez prendre pour décider, pour mesurer la conversion et essayer de garder la même tout du long, même si vous changez d'outil, et cetera. Mais au moins tenez-vous au courant de comment ces taux, en fait, sont calculés, parce que ça peut ne pas être les mêmes en fonction de ce que vous utilisez comme outils ou les pratiques de l'équipe avec laquelle vous travaillez, tout simplement, pour avoir, pour comparer ce qui est comparable, tout simplement. Prochaine question, c'est question de Alexis. Pour le copywriting, 80% égale comprendre sa cible, mais à vouloir trop la comprendre, peut-on trop se nicher et ne pas toucher toute sa cible? Alors, question intéressante. Et donc, pour y répondre, en fait, il faut introduire la question de persona. En effet, quand je dis comprendre sa cible, en réalité, c'est un peu un abus de langage parce que la plupart des marques n'ont pas une seule cible, mais plusieurs. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est pas de comprendre sa cible, mais de comprendre ses cibles et de comprendre ses différents personas, en fait. Et pour chaque persona, comprendre ses douleurs et ses désirs et ses croyances et comment il verbalise ses problèmes. Et désolée pour la sirène en fond. Et donc, si on fait ça, en fait, si on fait ce travail d'analyser nos différents personas, il n'y a pas de question de trop se nicher ou de ne pas toucher toute sa cible parce que chaque contenu qu'on va créer va toucher un persona en particulier. Par exemple, il y aura peut-être chez Conto, je reprends cet exemple pour rester cohérente, mais chez Conto, il y aura peut-être la personne qui n'a pas encore créé son entreprise et qui va se lancer et qui veut développer un sirène, qui veut avoir son numéro de sirène, ou il va y avoir la personne qui est déjà lancée, qui a déjà une activité qui roule, mais qui n'est pas satisfaite de sa banque et qui veut en changer. Donc, c'est différents profils. Et pour ne pas justement rater une partie, il faut bien faire ce travail au départ sur, OK, qui sont toutes les personnes qui sont nos clients potentiels. Pour chaque client, quels sont, faire ce travail en fait de comprendre sa cible pour chaque client et ensuite pour chaque client créer du contenu adapté qui parle à leurs problèmes à eux. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, mais je pense qu'il vaut mieux trop comprendre sa cible que ne pas assez la comprendre en tout cas. Prochaine question de Apolline. Quels sont les KPI les plus pertinents à surveiller en SEO? C'est tellement une large question. C'est beaucoup de choses, en fait. Moi, je pense que vous avez des indicateurs de visibilité et des indicateurs de trafic et des indicateurs aussi de popularité. Pour moi, en fait, c'est vraiment une question hyper compliquée et ça va aussi dépendre un peu de votre activité. Mais par exemple, moi, je pense que ce qui a un peu dénigré, enfin pas dénigré, mais ce qui est un peu sous-estimé, c'est ce qu'on peut mettre en place pour surveiller sa propre marque et aussi surveiller l'état de ses propres pages, dans tout ce qui est monitoring. Vous avez des outils de monitoring, enfin de suivi de, par exemple, tout ce qui est, ce qu'on appelle aujourd'hui les Core Web Vitals, tout simplement de surveiller que votre site est en ligne, et cetera, et de recevoir des alertes quand ce n'est pas le cas, ou quand des choses sont modifiées, à votre insu, entre guillemets, ou tout ce qui est, nous, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle quand un site revient en arrière, j'ai oublié le terme là tout de suite, mais en gros, quand une mise à jour saute, en fait, ce sont des choses à surveiller parce que ce sont des choses qui en fait risquent de faire plomber votre site et alors que finalement, tous les outils classiques de SEO vont tous vous proposer un suivi de position, par exemple. Mais surveiller l'état de votre site, merci Ludo pour le rollback. Surveiller l'état de vos sites, c'est vraiment important et ça peut vraiment jouer sur vos performances aujourd'hui et demain. Allez, 14h19, on prend peut-être une dernière question de Anna. Doit-on toujours ajouter notre nom de marque à la fin de nos titres de page ou privilégier l'utilisation de nos mots-clés car le nombre de caractères est limité? Exemple, titre avec mots-clés / nom de marque. Je trouve ça hyper spécifique comme question aussi. Je pense que c'est bien, en fait, de mettre son nom de marque dans ses titres pour donner du contexte, pour qu'on se rappelle toujours. Après, ça dépend de la place que vous avez, mais là, ça va vraiment être au jugé à chaque fois.
J'ai pas de c'est vraiment pas de en fait, il y a pas de recette magique vraiment et ça dépendra aussi de l'univers de votre SERP, de comment font les autres concurrents qui sont positionnés en SEO. Et moi, j'aurais tendance à dire que non. Pour une raison simple, dans un titre, je pense qu'il n'y a pas toujours besoin de mettre son nom de marque, que parfois ça peut Puis ça dépend de quel enlever. titre on parle aussi, hein. Si on parle du titre dans le affiché sur la page ou en SEO, enfin voilà, il y a du contexte dans tout ça. Voilà, et il est 14h20, donc on est pile dans les temps. Ouais, et bah du coup, merci tout le monde. Merci vraiment d'avoir été présents, pour tous vos commentaires qu'on va prendre en compte également pour la suite pour nous et pour vos questions. Ouais, et si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous contacter sur, je pense, LinkedIn. Enfin, en tout cas, pour ma part, sur LinkedIn, Julia Cantaradiou. On m'a demandé est-ce que Ramène ta fraise était lié avec Nina Ramen. Oui, absolument, c'est lié avec Nina Ramen. Donc voilà, si vous voulez continuer l'échange, ce serait avec grand plaisir qu'on se connecte sur LinkedIn. C'est vrai que les conférences en ligne, c'est un peu descendant. Donc si vous avez des questions, je serais ravie de continuer à échanger par la suite. Merci. Super, bon, vous m'entendiez pas? Eh bien, en tout cas, je disais un grand merci à toutes et à tous pour votre participation active. Un immense merci à Julia et Sipaibong. J'espère que cette conférence sur le copywriting et le SEO vous a inspiré et donné des pistes concrètes à appliquer. Maintenant, on va marquer une courte pause de 10 minutes. Vous restez bien en ligne. Ça vous gêne juste le temps de poster sur les réseaux à quel point cette conférence, elle était géniale avec toujours le SEO Square. Ouais, merci à ma collègue, parce que franchement, je pense que j'aurais pu parler pendant longtemps sans que vous m'entendiez. Mais écoutez, peut-être qu'il y en a certains qui arrivent à, je sais pas, lire sur les lèvres ou autre. Vous auriez toujours pu vous y retrouver. Allez, je vais vous laisser ensuite entre les mains de Nicolas pour la prochaine conférence intitulée Prompting, l'art de murmurer à l'oreille des IA. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une petite thématique sur le thème des chanteurs-chanteuses. Donc, on va dire que ça sera avec notre Pharrell Williams du prompting, Fabien Chervet. Et je vous laisse à tout à l'heure.